Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Enfin, quand on parle du prochain rendez-vous avec l'information générale, nous, on va continuer et on va tout de suite plonger dans l'information automobile. Bonjour, l'ami Jean-Luc. Bonjour, Dame Laurence, bonjour à tous les auditeurs. Eh ben, moi, je dis vive la voiture, parce que si on n'a pas de voiture en ce moment, ce week-end, pour bouger, on peut pas compter sur la SNCF. Et du coup, Ouais. eh ben, on met pas nos pieds dans la neige. Exactement, nous devrions être à la montagne. Cela dit, bon, il fait pas très beau, je crois. On le demandera dans quelques instants à Max Mamers, l'organisateur du e-Trophée Andros, puisque c'est le début du e-Trophée Andros ce week-end à Val Thorens, première étape, et Sud Radio est partenaire de toute la saison de ces courses sur glace. Et normalement, s'il n'y avait pas eu la grève des contrôleurs, on aurait dû être les pieds dans la neige. Voilà, et puis surtout les yeux rivés sur ces voitures exceptionnelles électriques qui vont vivre cette nouvelle année. On en parlera en détail quand même. Nous allons faire une place d'importance à ce trophée Andros qui n'est pas rien dans le milieu des rallyes et d'autant des rallyes sur glace. Et puis vous savez, ça existe depuis 1990 le trophée Andros. On reviendra un petit peu sur l'historique. Alors moi je crois que j'ai assisté à la première course à l'époque. J'y étais allé pour faire un sujet pour Turbo. Tous les grands pilotes, il y a des pilotes de renom qui sont passés, on verra ça. Et aujourd'hui c'est un trophée exclusivement couru par des véhicules électriques. On s'intéressera aussi de près à ça. Et quand je dis aujourd'hui, ils ont été précurseurs surtout, c'est ça qui est important. Et il y a déjà Stéphane qui est arrivé sur la page Facebook de Sud Radio. Stéphane, c'est le troisième co-animateur de notre émission On parle auto, qui dit moi qui voulais faire des bonhommes de neige avec Lolo et Jean-Luc, ce sera au mois de janvier, puisque de toute façon le trophée Andros dure jusqu'à fin janvier. Donc on va y aller, ça c'est sûr. Mais au programme de notre rendez-vous, nous n'allons pas parler du coup que de le e-Andros. Exactement, on parlera du partage de la route. Alors j'aime bien le titre, partage de la route, partage de la peur. En fait, voilà. C'est un baromètre qui a été fait par Alliance France qui dit qu'un Français sur deux a une perception négative du partage de la route. Ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas parce que c'est la multiplicité des moyens en fait de déplacement qui aujourd'hui provoque cette psychose quand on prend le volant, quand on prend le guidon ou quand on prend ses chaussures, parce que même les piétons aujourd'hui se sentent en danger. Et puis nous allons évidemment aussi parler pneus en ces moments de route. Oui, alors là on retournera avec Yokohama sur le trophée Andros, on parlera de pneus avec Lou. Et puis autre grand rendez-vous avec le trophée Andros, Sébastien Loeb va être avec nous. Tout à l'heure, il y aura Margot Lafitte aussi, voilà, puisqu'il y a des femmes qui courent le trophée Andros. L'essai de la semaine, ça sera le Renault Austral, alors dans sa version Mild Hybrid Advance, yes, in French. Très belle réalisation. Une très belle auto, très confortable. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors là, j'ai pris la version de base pour pas que les auditeurs disent mais vous essayez des voitures qui sont chères. Alors j'ai pris la moins chère. Première classe, vous en fait. Vous êtes comme ça. Non, c'est pas ça. Mais vous savez, c'est pas du tout ça. C'est quand les constructeurs proposent aux journalistes d'essayer des véhicules, ils ont tout intérêt. Ils ont envie de leur faire voir ce qu'ils savent faire. Donc ils nous prennent les voitures avec les plus gros moteurs, avec les meilleures finitions. Et au final, le tarif s'en sent forcément. Donc il faut demander pour avoir des modèles de base. Alors j'essaye d'avoir des modèles de base. Et puis un rendez-vous que l'on va vous donner de façon qui me ravit, parce qu'on est là aussi pour vous servir, vous qui nous écoutez, on est là aussi pour vous aider. On va avoir le service après-vente de On parle auto qui s'est installé à 11h55, j'adore. On n'en dit pas plus, mais on va revenir sur des cas que vous avez aidés, Jean-Luc Moreau et Sud Radio, et un petit peu moi, mais juste parce que je suis là pour dire bonjour, à réaliser pour aider des auditeurs en fonction des problématiques qu'ils ont eues avec leur voiture ou autre. Allez, c'est parti, 11h06. Vous êtes les bienvenus. Appelez-nous 0826 300 300. Vous voulez participer à l'émission, vous voulez participer aujourd'hui, appelez-nous. Vous voulez vous inscrire pour la semaine prochaine, appelez-nous ou écrivez-nous sur jeparticipe@sudradio.fr en mettant bien On parle auto dans l'objet et bien évidemment vos contacts complets, y compris vos numéros de téléphone pour que l'on puisse vous rappeler. Sud Radio, on parle auto. Et tout de suite, notre rendez-vous avec le trophée e-Andros, puisque c'est effectivement là où nous devions aller. On y va quand même par les voies du téléphone. On a Max Mamers avec nous, qui est l'organisateur du e-Trophée Andros. Bonjour Max. Bonjour Max. Bonjour. Bon, désolé, alors déjà, est-ce qu'il y a de la neige ? Ouais, désolé de ne pas être là. Mais est-ce qu'il y a de la neige ?
Alors, il y a de la neige, il y a de la glace et malheureusement, il n'y a pas de train pour venir boire. Ouais, voilà. Ouais. On avait quand même bien préparé. Ça faisait 2 semaines qu'on était sur le coup. On s'appelait tous les jours avec l'équipe de Max, etc. Bon, mais on va revenir. Hein, vous inquiétez pas. On est collants. Ouais, nous, vous hein. n'allez pas vous débarrasser de On nous nous comme appelle ça. les glus. Hein, quand on Ah nous non, appelle mais pas les garagistes. On vous attend, on vous attend. Bon alors Max, première manche de ce e-trophée Andros à Val Thorens ce week-end. La saison, expliquez-nous, la saison se déroulera comment, combien d'épreuves et elles seront où? Alors, il y a 6 épreuves. Nous commençons ici à Val Thorens, en 2400 mètres d'altitude, où on a la chance, effectivement, depuis une huitaine de jours, d'avoir des températures négatives et donc de pouvoir faire une piste glacée. Dans 15 jours, nous serons en Andorre. C'est D'accord. le circuit, 2400 mètres aussi d'altitude. Ouais. Début janvier, le 6 et le 7 janvier, nous serons à Isola 2000, D'accord, dans le sud là. bien sûr. Puis 8 jours plus tard, le 13 et le 14, nous serons à Tignes, nouvelle station. Cette année, nous allons à Tignes pour la première fois. Ouais, ils ont fait un circuit de glace exprès pour le trophée Andros ou Alors, ils avaient déjà un circuit, mais effectivement, on a fait des améliorations et pour recevoir le trophée, eh bien, ils ont fait tous les travaux nécessaires et il y aura, je pense, une belle épreuve le 13 et 14 janvier. Puis, une semaine plus tard, nous serons le 20 et 21 janvier à Lens-en-Vercors. Ah bah, c'est là qu'on vous retrouvera Ouais, normalement. on vient. S'il n'y a pas la Exactement. grève des trains. Et c'est très proche de Grenoble. C'est c'est chouette parce que le circuit, il part un petit peu dans la forêt et on a presque l'impression que c'est une spéciale du Monte-Carlo. Ouais, c'est Et un on peu a- vallonné, c'est chouette. On c'est a vrai. Bastien qui est grenoblois. Ouais. Bastien, c'est notre Ouais. super réalisateur Voilà. qui me dit, oh là là, qu'est-ce que c'est beau là-bas. Ouais. Voilà. Et la dernière étape qui sert de finale, qui est à Superdès sur un seul jour, Super. le samedi En 28 Auvergne. janvier 2023. Ouais. Voilà. D'accord. Vive Bon, l'Auvergne. Max, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que le trophée Andros et particulièrement le e-trophée Andros, est-ce qu'on peut avoir, assez rapidement, une explication? Alors, si des gens connaissent et suivent un peu le rallycross ou par exemple à l'heure actuelle le WRC, c'est-à-dire le championnat du monde de rallye, les voitures sont à peu près similaires. Ce sont des voitures qui font environ 1000 kilos, qui font plus de 300 chevaux, qui ont 4 roues motrices. Nous, elles ont la spécificité aussi d'avoir 4 roues directrices. Et le règlement est un petit peu similaire à celui du rallycross, c'est-à-dire qu'on fait des épreuves courtes. Il y a beaucoup de manches qualificatives avec des temps et on termine par une finale où on met dans la super finale les 6 meilleurs ensemble. Donc c'est très spectaculaire. Et depuis 2009, où nous avions été la première épreuve au monde 100% électrique, 100% électrique, ouais. voilà, qui était réservée plutôt à une série, je dirais, d'encadrement. Nous avons depuis 5 ans fait que les pros, et avec les 4 roues motrices et 4 roues directrices, sont passés maintenant 100% électriques. Max, évidemment, il y a beaucoup de gens maintenant qui entendent parler du trophée Andros ou du e-trophée Andros. Max Mamers, pour les gens des rallyes, on vous connaît, mais un petit mot sur vous pour ceux qui arrivent à l'écoute de Sud Radio dans On parle auto et qui ne sont pas spécialement Mais il est là des depuis toujours, aficionados Max. de Quand rallye. j'ai commencé ma carrière, moi en 87, il y avait déjà Max Mamers. Ouais, mais c'est pilote Ouais. de rallye, de course de côte, tout. Je pense qu'en 20 ans de pilote pro, j'ai tout fait sauf la Formule 1. Ouais. J'ai fait de la Formule 2, j'ai fait 6 fois les 24 heures du Mans, j'ai d'ailleurs failli laisser ma vie. Je roulais avec la WM à 380 km à l'heure, c'était la voiture la plus rapide du monde à l'époque. Et j'ai gagné, je pense, une centaine de courses dans ma vie, voire un peu plus. J'ai des titres, j'ai gagné les courses championnat d'Europe en Formule 2, en course de côte, en rallycross. En rallycross, j'ai été 2 fois champion. Voilà. Et c'est justement au cours d'une épreuve à laquelle je participais aux 24 heures de Chamonix, qui était l'épreuve phare à l'époque de la glace, Ouais. que j'y suis allé avec Frédéric Gervoson, qui était le patron d'Andros. Et on est reparti de là en disant, il y a un truc à faire, il faut qu'on crée un championnat, il faut qu'on crée une série. Et en se tapant dans la main, il y a maintenant 35 ans,
c'est comme ça qu'est né le Trophée Andros. D'accord. Alors vous êtes en train de dévoiler une partie là, de l'historique qu'on fera en fait dans la deuxième heure. On reviendra dessus et vous nous expliquerez ce qui s'est passé dans ce Trophée Andros, 34e saison quand même, donc c'est pas rien. Alors moi il y a quand même quelque chose, tout à l'heure vous êtes passé rapidement sur la façon, sur les règles. Je vous avoue qu'il a fallu que je relise plusieurs fois pour arriver à comprendre vraiment comment ça se passait. Alors, est-ce qu'on peut reprendre gentiment et expliquer pour que ma maman comprenne? Et moi aussi. Non, je taquine. Pour être très clair, c'est surtout une épreuve de rapidité et de chronométreur. D'accord. Disons de spécial chronométré. Et là, on obtient des points. Les meilleurs font une finale et il y a encore des points. Disons que c'est à la fin, je dirais, du meeting, lorsque vous avez été le meilleur en manche qualificative, puis le meilleur en finale, forcément, vous obtenez la victoire. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais si on regarde ce qui se passe en rallye, c'est pas celui qui gagne la dernière spéciale qui gagne le rallye. On est d'accord. C'est celui qui, sur l'ensemble du rallye, a été le plus rapide. Quand on a additionné toutes les manches. D'accord. Là, en fait, au lieu d'additionner, on additionne des manches chronométriques avec des manches en peloton. Voilà. D'accord. C'est tout. Et non pas des manches en laine. Pardon. Pardon. Non, excusez-moi, c'est facile. D'accord. Il y a combien de voitures qui courent sur le trophée? Combien de catégories? Combien de voitures? Alors, il y a 14 voitures. La spécificité du Trophée Andros, et ça, c'est bien pour la raison économique, il y a 2 pilotes qui partagent le volant de la voiture, mais qui courent dans 2 catégories différentes. Ah oui. Il y a une première série qui s'appelle la catégorie élite, qui est réservée, je dirais, soit à des jeunes, à des débutants, et c'est le cas cette année. On a pas mal de gamins qui viennent de la Porsche Cup, mais qui n'avaient jamais fait de glace, et ils partagent la voiture avec un pilote pro. Qui, lui, est là vraiment pour gagner le e-trophée. D'accord. Il y a aussi des stars qui roulent, alors c'est une autre catégorie. Alors, l'autre catégorie qui roule dans les 2 roues motrices que nous avions initiées à l'époque et qui sont aussi 100% électriques, bien évidemment, là, ici, on a la chance d'avoir Renaud Lavillenie qui vous connaissez, qui adore la voiture et qui parle toujours d'aller jusqu'au JO de 2024 à Paris. Et il dit, après, je fais de la bagnole. Voilà. Voilà. Son rêve, c'est de faire les 24 heures du Mans. D'accord. Combien de courses, là, pour ceux qui sont dans le coin et qui voudraient passer à Val Thorens? Ça a débuté hier, on est d'accord. Et il y a combien de courses? C'est quoi le calendrier du week-end? Il y a 2 jours de course. Il y a toujours 2 jours de course. La première journée, c'est aujourd'hui, avec les essais chronométrés qui ont eu lieu, les manches qualificatives qui sont en cours, les finales cet après-midi. Pour ceux qui veulent le suivre, cet après-midi, à partir de 15h, c'est en live streaming. D'accord. C'est-à-dire qu'il suffit d'aller sur le site internet ou de taper trophéeandros.com. Il y a un gros bouton, vous appuyez dessus, live streaming, vous pouvez tout voir, et c'est gratuit. Et c'est gratuit, cool. C'est formidable. C'est top. Et puis on retrouvera aussi le trophée e-Andros, je crois que c'est sur une chaîne télévisée du Canal+, Sport 360, on pourra suivre ça dimanche. Absolument, c'est dimanche soir à 20h45. Ouais. Il y aura 1h30 d'émission. Bon, en tout cas, nous, ce qu'on a décidé... Alors, vous allez rester avec nous dans un... On vous laisse bosser un petit peu sur le Trophée Andros. Ouais. Et puis, on vous retrouve tout à l'heure, Max Mamers. Oui, parce que... Oui. D'accord. À tout à l'heure. On vous rappelle, ne vous inquiétez pas. On a Jordan au standard qui gère tout ça avec Bastien, notre réalisateur. Une émission un peu spéciale, évidemment Trophée Andros, puisque nous devions y être. On aurait pu mettre des bonnets, des moufles et puis faire tomber de la fausse neige dans un le studio de radio. Oui, ça se serait bien vu. Ouais, on marque sur la page YouTube ou en direct sur la page Facebook, tu as raison. Dans quelques instants, nous, on va vous parler de sécurité, le partage de la route, le partage de la peur, avec les dernières choses qui sont arrivées. Et puis, puisqu'on a une question sur la page Facebook sur combien développent en termes de chevaux les voitures du Trophée Andros, ne bougez pas. On la gardera parce que à 11h47 sur les secrets de Andros Cars électriques. À tout de suite sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com.
Et nous allons évidemment parler de sécurité également, d'autant plus que nous sommes dans une saison qui peut être un tout petit peu plus stressante pour les conducteurs. Mais on parle sécurité parce qu'il y a, l'ami Jean-Luc, eh bien, une édition du baromètre de prévention routière, qui fait peur un peu sur la façon dont les Français voient le danger de la route en général. Alliance France et CSA s'est intéressé au partage de la route aujourd'hui et ça a beaucoup évolué ces dernières années. Et il en résulte quoi? Il en résulte qu'un Français sur deux a une perception négative du partage de la route et que 8 Français sur 10 pensent que la cohabitation entre les automobilistes et les conducteurs, alors on appelle ça des EDPM, les engins de déplacement personnel motorisés. Bon, c'est principalement les trottinettes, mais il y en a d'autres. Les 8 Français sur 10 estiment que c'est dangereux. On va voir tout ça en détail avec Nicolas Tétard, qui est responsable prévention Alliance France. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Bon, vous êtes pas inclus dans le sondage, mais ça vous fait peur, vous d'ailleurs, ce partage de la route là, quand vous êtes automobiliste, ou quand vous êtes piéton, ou quand vous êtes cycliste? Personnellement, moi, j'utilise les transports en commun, le vélo, je suis automobiliste et je suis également piéton. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup d'interactions ou d'incivilité les uns envers les autres. Oui, parce que quand vous dites interaction, c'est le mot gentil pour le dire. Moi, à chaque fois que je suis en voiture et que je suis dans Paris, il ne se passe pas 2 minutes sans que je hurle au volant en me disant mais ils sont complètement dingues, ils vont mourir, quoi. Alors je pense que c'est un peu la même chose dans d'autres villes, comme Marseille, Bordeaux. Non, mais on prend l'exemple de Paris, je pense qu'il est l'exemple ultime. Oui, mais moi j'y vais plus dans Paris. Dès qu'il fait beau, c'est du grand n'importe quoi. Même quand il fait pas beau. Il manque plus que les charrettes avec des ânes et on est en Afrique. C'est vraiment, c'est la folie. Alors, Jean-Luc. Bah oui, non, mais c'est attention, quand je dis en Afrique, je veux dire qu'il y a des villes en Afrique où tous les moyens de transport se côtoient dans une espèce d'anarchie totale. Ça fonctionne plus ou moins bien. Il y a beaucoup de morts d'ailleurs, et on a l'impression que c'est un modèle qui est en train de s'importer chez nous. Est-ce que ce baromètre de prévention a été fait avec des Français uniquement urbains, ou vous avez interrogé partout? Le baromètre Alliance France a été fait avec l'Institut CSA et on a repris une représentation. Il y a un peu plus de 3000 répondants et c'est France entière avec une représentation de la population française. D'accord, oui. Alors donc répartition urbaine et hors urbain. D'accord. Les plus grandes sources de stress. Alors j'ai dit la première, c'est les fameux EDPM. C'est 81%, mais quels sont les autres? Ah oui, alors qu'est-ce qu'on met dans les EDPM, tiens, en détail? Alors les EDPM, comme vous le disiez Jean-Luc, engins de déplacement personnel motorisé, c'est les trottinettes électriques, les gyropodes, les gyroroues, les skateboards électriques, les overboards. Et depuis le début de l'année, il y a aussi une catégorie qui s'est ajoutée, c'est les cyclomobiles légers, c'est-à-dire les trottinettes avec siège ou les draisiennes électriques. Ah oui. Et à part ces engins que je viens de citer, les autres que l'on peut voir commercialisés ne sont pas autorisés à circuler. D'accord. Donc la première source de stress, c'est ça, et c'est vrai qu'on le comprend. Moi la première. La deuxième, quand vous dites les 2 roues, excusez-moi, c'est le Covid qui essaye encore de m'avoir. Les 2 roues motorisées, est-ce que vous mettez les motos et les scooters, vous mettez tout le monde là-dedans? Pardon. On a essayé de découper en fait, donc il y a d'un côté les 2 roues motorisées, c'est plutôt tout ce qui va être scooter, et après on a la catégorie des motards. Oui, parce que j'ai lu également, parce que j'ai regardé en détail l'analyse, que les motards étaient finalement les plus vertueux de tous les usagers de la route. Ça peut être surprenant quand on lit ça. Ah, moi ça me surprend pas à cause de la sécurité. Oui, mais c'est vrai que ils sont pas protégés. Oui, non, mais à moto, la moindre erreur, elle est sanctionnée assez gravement. Ils sont très sécurisés, nos amis motards. D'ailleurs que je. Il y a toujours un équipement, il y a une préoccupation du motard avec vraiment casque, blouson, bottes de moto, gants. C'est vrai que sur le 2 roues, des fois, on peut voir qu'il y a des usagers qui sont un peu moins protégés. C'est pour ça qu'on a essayé aussi de faire un distinguo entre les deux. Oui, puis il y a un autre facteur alors que vous n'avez pas pris en compte dans l'étude, c'est que si on prend les usagers des trottinettes, je vais faire simple, ceux des scooters, les cyclistes et les piétons, ces 4 catégories-là, on peut y ajouter les automobilistes. Ils ont le smartphone les 3/4 du temps et ils tapent. Moi, j'ai déjà vu des gars en trottinette en train de taper un message tout en conduisant. Alors que à moto,
c'est pas possible. Ouais, mais ça veut dire quoi, vous qui êtes avec nous, Nicolas Tétard, responsable prévention Alliance France, que le Français a peur de partager la route maintenant avec tous ces nouveaux moyens de mobilité, quoi qu'il en soit, on est stressé, on a peur de prendre le volant, limite? Il y a peur de prendre le volant, mais peur de prendre son vélo aussi. La peur est partagée entre tous les usagers. Et en fait, ce qu'on a aussi essayé de voir dans le baromètre, c'est parce qu'on n'est pas un seul usager, enfin on n'est pas que automobiliste ou que piéton, on a souvent une multiplicité de moyens de déplacement, et c'est de plus en plus vrai. On a vu que c'était de 2 à 3 modes de déplacement différents, et on a essayé de voir aussi un automobiliste qui utilise un vélo, est-ce qu'il a moins de crainte quand il est en voiture et qu'il voit des cyclistes? Mais c'est pas vrai en fait. Qu'il soit à vélo ou en auto, en fait, il a aussi peur des autres en fait, y compris des autres usages qu'il utilise. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez demandé comment ils envisagent le partage de la route à l'avenir, et qu'il y a 90% des Français qui souhaitent l'augmentation du nombre de pistes cyclables. Il faudrait déjà que quand il y a une piste cyclable, les vélos roulent dessus. On va rappeler que c'est obligatoire, et pourtant dans Paris, là où il y a des pistes cyclables, ils roulent pas dessus. Alors Jean-Luc, il y a une petite précision en fait. Il y a des pistes. Alors il y a 2 types de pistes. Il y a la piste obligatoire et des pistes recommandées. Vous savez, c'est les panneaux. Quand le panneau est rond, c'est obligatoire. Quand le panneau est carré, c'est recommandé. Et qu'est-ce qui fait qu'une piste est recommandée ou obligatoire? Quand elle est obligatoire, c'est parce que ses accès sont sécurisés. Et ça, c'est aussi un gros problème de l'infrastructure, c'est que des fois, on a des pistes cyclables qui sont placées et on peut pas y accéder. Alors, pour prendre un exemple personnel, je suis passé une fois en voiture à un endroit. Je pestais puisqu'il y avait un cycliste qui était sur la route, et j'ai repris le même axe en étant en vélo, et effectivement, je n'ai pas trouvé le moyen d'accéder à la piste. Donc, il y a encore beaucoup d'évolution, d'infrastructures, et du coup, en ayant ces différents prismes d'usage, en fait, on se rend compte aussi que c'est pas évident pour chacun. C'est-à-dire, en tout cas, il faudrait surtout, Nicolas Tétard, vous n'y êtes pour rien évidemment vous, mais que chacun d'entre nous, on prenne soin des autres quand on partage la route. Mais vous savez quoi? Ce qui sera intéressant, c'est que le baromètre Alliance, on est d'accord, il existe chaque année. C'est que chaque année, on fasse un point d'évolution justement de la situation avec vous. Et ce fameux baromètre, je vous propose de le retrouver sur Internet pour en voir un peu plus. Vous tapez baromètre 2022 Alliance et vous allez trouver tous les résultats. Merci beaucoup Nicolas Tétard, responsable prévention Alliance France. Merci. Et puis vous qui êtes en voiture, en vélo, en trottinette ou autre, faites attention à vous et à ceux avec qui vous partagez la route, et vous allez voir, ça va se passer beaucoup mieux. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto. Et on parle auto avec vous, vous le savez, vous avez rendez-vous soit au 0826 300 300 si vous avez des questions à poser, soit par mail, je participe @sudradio.fr en mettant bien vos noms, coordonnées complètes. D'ailleurs, il y en a qui l'ont fait et ils ont bien fait, car nous avons le service après-vente de On parle auto qui va vous être proposé à 11h55 pour vous annoncer les bonnes nouvelles que grâce à l'ami Jean-Luc et à notre avocat de l'émission, nous avons réussi à obtenir pour certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas, usez et abusez de On parle auto sur Sud Radio. Parlons vrai. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et on prend le volant aussi sur la page YouTube de Sud Radio où vous retrouverez l'essai de la semaine de l'ami Jean-Luc en entier. Moi je dis hippie pourra. Le Renault Austral Mild Hybrid Advance. Vous allez me dire, c'est une voiture française, vous êtes sûr? Oui, c'est une voiture française. Ça veut dire quoi? C'est hybride moyen avancé. Alors vous allez comprendre pourquoi. Alors l'Austral, c'est successeur du Kadjar. Renault a fait table rase du passé. D'ailleurs, nouveau châssis, nouveau look, nouveau moteur, nouvelle présentation intérieure, nouvelle interface aux machines. Enfin bref, tout est nouveau. C'est à peu près la même dimension que l'ancien, 4,51 m, mais avec un style qui est beaucoup plus séduisant, avec du caractère, vous voyez. Il y a des porte-à-faux, pour ceux qui ont l'image, des porte-à-faux très courts qui lui confèrent beaucoup de dynamisme. Esthétiquement, c'est déjà un concurrent beaucoup plus sérieux de la star du segment, le Peugeot 3008. Parce qu'il faut le dire, le Kadjar, il a quand même beaucoup souffert de l'arrivée du Peugeot 3008. Alors, à l'intérieur, l'Austral fait même mieux
que le 3008. Déjà au niveau du coffre, 575 litres sur notre version avec une banquette arrière 2 tiers 1 tiers qui coulisse en plus sur 15 cm, donc ce qui permet de moduler la taille du coffre. L'habitabilité arrière est aussi très bonne. Et puis surtout, la présentation de la planche de bord. Elle est à la fois agréable avec des matériaux valorisants. Vous avez du tissu, vous avez des surfaces laquées, des plastiques moussés. Et c'est surtout l'ergonomie et la qualité de ce qu'on appelle l'interface homme-machine qui est à mettre en avant. Alors, je vous explique ça dans le détail. Vous savez que je râle beaucoup quand il y a des écrans tactiles et quand il faut passer par les écrans tactiles pour tout commander. Et bien là, il y a beaucoup de boutons physiques pour les fonctions principales. Déjà, sur la gauche du volant, pour les fonctions genre, vous savez, le maintien dans la file. Ça, j'aime pas ça, moi. Voilà, là, il y a un bouton, on appuie dessus et puis on le vire définitivement. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Pour la climatisation, on a gardé des boutons physiques. On n'a rien trouvé de mieux aujourd'hui pour régler la température dans une voiture. Et puis, le système d'infodivertissement fait appel à un grand écran central qui a été conçu avec, vous savez, une petite boîte qui débute aux États-Unis qui s'appelle Google. Ouais. Alors, on a à la fois Google Maps, mais on a surtout la reconnaissance vocale Google. On dit OK Google, ça marche super bien. Non, c'est très, même bien. quand vous parlez pas bien comme moi, où j'avais le nez bouché, etc., la voiture comprend quand même. On peut varier aussi les ambiances à bord avec le bouton. Il y a un petit bouton qui s'appelle Multisense. Voilà, c'est ça. Ça change l'aspect des compteurs, mais ça change aussi l'éclairage à bord de la voiture. C'est plutôt pas mal. Alors, dans les reproches, le modèle que j'ai essayé, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais pris volontairement une version de base entre guillemets, j'avais une boîte mécanique à 6 rapports, c'est la seule transmission qui accompagne le modèle hybride moyen. Alors c'est quoi l'hybride moyen? C'est un moteur tout nouveau, un 3 cylindres, 1,2 litre turbo avec un turbo à géométrie variable, une injection directe, un cycle Miller. C'est quoi un cycle Miller? C'est un fonctionnement en mélange pauvre quand on réclame assez peu de puissance qui permet d'économiser du carburant, une vanne EGR basse pression, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça permettra de répondre aux futures normes anti-pollution Euro 7. Et vous avez un alterno démarreur et une batterie lithium-ion, le tout en 48 volts, qui vient aider le moteur thermique. Au total, on a 130 chevaux et 230 Nm de couple. Dès les premiers mètres, vraiment la première impression, c'est la douceur de conduite. Il n'y a pas de vibration. D'habitude, les 3 cylindres, ça vibre un peu. Lui, il y a un arbre d'équilibrage, il ne vibre pas. C'est un moteur qui est très discret. Si on le compare par exemple au moteur PSA, au 1,2 litre PureTech, il est beaucoup plus discret. Et puis, sur ce modèle de base, entre guillemets, on a des roues de 19 pouces et on a donc une suspension qui est beaucoup plus souple que sur les modèles supérieurs. C'est un excellent compromis confort-tenue de route. Je vais vous dire, la référence c'était le 3008. Et pour moi, ce Renault Austral, il fait aussi bien qu'un 3008. Alors, c'est un moteur qui offre de bonnes relances au-dessus de 1800 tours, mais les rapports de boîte sont exagérément longs, 5e, 6e. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de malus écologique, parce qu'on n'est qu'à 118 grammes par kilomètre de CO2, mais il faut jouer de la boîte de vitesse en permanence, et franchement, on n'est plus habitué. On n'est plus habitué, c'est dommage qu'il n'y ait pas de boîte automatique. Alors, en ville, on ressent l'arrêt de l'assistance électrique, puisque vous ne pouvez pas rouler en 100% électrique, mais vous avez de l'assistance électrique. Et par contre, quand l'assistance s'arrête, ça fait un petit à-coup. Alors c'est un peu gênant. On a des légers à-coups en ville, et puis une consommation qui est pas extrêmement basse par rapport à un vrai hybride. On est à 7 litres. J'étais à 7 litres en moyenne. Si vous voulez faire de la ville, ça ne sera pas le modèle qu'il faudra choisir. En revanche, c'est beaucoup mieux quand on est sur autoroute. D'abord parce que la voiture est silencieuse. On n'est qu'à 65,4 décibels à 110 km/h. C'est aussi silencieux qu'une voiture électrique. On est à 6,9 litres à 130 km/h. Et sur route, on est à 6 litres. Donc franchement, ça peut être assez économique, sauf en ville. Je vous disais, c'est le modèle. Alors, c'est pas le de base. C'est le deuxième niveau techno qui est déjà bien équipé à 35 900 €. C'est un très bon choix et je peux d'ores et déjà vous prédire que cette voiture va tailler des croupières au Peugeot 3008. D'abord parce que au même prix, là, vous avez un peu d'hybridation qu'il n'y a pas sur le Peugeot. Et puis, il a un autre avantage. Je pense que ce moteur sera plus fiable que le 1,2 litre PureTech. Et une question d'Alphonse sur la page Facebook de Sud Radio. Pouvez-vous expliquer la différence entre le cycle Atkinson dont vous avez parlé et le cycle Miller? Non, j'ai pas parlé du cycle Atkinson, j'ai parlé du cycle Miller. L'autre, voilà. Alors, rapidement, c'est...
Alors, on va fonctionner en mélange plus pauvre, en cycle Miller, mais je vais pas rentrer dans les détails qu'une course des détentes qui va être un petit peu plus longue. Et on va pas détailler avec l'Atkinson, parce que sinon, on y reste encore la suite de l'émission. D'accord. Bon, voilà. Alphonse Lemaitre qui est avec nous sur l'un de ceux qui est avec nous sur la page Facebook de Sud Radio. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 modes de fonctionnement, qui permet, quand on est sous faible charge, d'économiser du carburant, et quand on accélère fort, on revient en mode normal. Voilà. Très bien, monsieur. Voilà, c'est beaucoup plus clair. Et merci d'être avec nous sur la page Facebook de Sud Radio, puisque vous êtes les co-animateurs, vous posez plein de questions, c'est toujours très agréable. Merci à Bastien d'avoir donné quelques extraits de cette très très bel essai de l'Austral que vous retrouvez grâce à l'ami Jean-Luc sur la page YouTube de Sud Radio, où vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. On m'a vu loucher en direct parce qu'on a une bestiole qui m'est passée devant. Je crois qu'on l'a bien vu d'ailleurs. C'était assez drôle. Je ne sais pas d'où vient cette petite bébête. Allez, on va continuer, nous, à discuter avec vous de ce fameux trophée Andros, puisque c'est quand même le grand invité, puisque Sud Radio est partenaire du trophée Andros qui commence aujourd'hui, dans la première étape débute à Val Thorens. Et on va parler des secrets des Andros Cars Electrics, ce qui va vraiment plaire beaucoup à notre ami qui nous a posé la question sur Facebook, c'est Stéphane. Combien de chevaux développent ces voitures? Nous accueillons Luc Marchetti, qui est dirigeant. Je crois que c'est lui qui est avec nous. Non, j'ai une petite erreur de ma part. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Voilà, donc c'est la bébête qui m'est passée devant. Non, mais Lolo, Laurence est en grève aussi aujourd'hui. Non, mais sérieux, il y a eu un petit changement, parce que comme on est en direct avec une épreuve qui se déroule... Je l'ai noté, regardez, il est bien entouré, mais la bébête m'a fait passer... Elle a noté, mais elle sait pas lire. Non, on est avec Patrick Loss, PDG de Yokohama France, Yokohama partenaire de l'e-Trophée Andros, et donc on retourne à Val Thorens. Bonjour Patrick. Bonjour Jean-Luc, bonjour aux auditeurs. Bonjour. Déjà un petit focus sur Yokohama, c'est quoi comme marque de pneus? Eh bien donc Yokohama, c'est le 8e manufacturier mondial. Donc c'est des produits fabriqués dans le monde entier au travers d'une douzaine d'usines. Mais au départ, c'est un manufacturier japonais, on est d'accord. Ouais. Tout à fait. Siège social et les usines leaders qui produisent les pneus premium, les pneus haut de gamme sont principalement du Japon. Ouais, c'est vrai que vous aviez une image très premium pendant un moment. Hein. Et on l'a toujours. C'est ce qu'on recherche au travers de partenariats avec les constructeurs automobiles. Pour faire court, on est fournisseur des Porsche sportives, les 911, aussi bien que les Cayenne, les Macan, mais sur les Mercedes AMG, sur les BMW, les modèles M, et sur les Audi RS, RS6, RS7, Audi S8 et ainsi de suite. Les Bentley Continental GT. Donc voilà, on recherche effectivement un positionnement premium. Et également sur les voitures de l'e-Trophée Andros, puisque c'est vous qui avez développé les pneus spécifiques pour ces autos. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces pneus ? Eh bien, ils ont fait l'objet de nombreux essais parce que donc il faut du grip en ce qu'on appelle en latéral. Donc les performances recherchées pour les pneumatiques de compétition, c'est bien évidemment le longitudinal avec la phase accélération et la phase freinage. Donc ça, c'est ce qu'on obtient avec des pneus type Suède qui sont utilisés à grande vitesse. Alors attention, des pneus type Suède, c'est quoi ? C'est un pays ? Non, c'est des pneus qui, on va dire que les rangées de clous sont rangées comme des pelles, les pelles sur les pneus arrière de tracteur. Ah oui. Et voilà. Et alors que sur les pneus, les clous du Trophée Andros, les pavés de blocs de gomme, de même que les clous, sont plus disposés de manière, on va dire, aléatoire, de manière à proposer aux pilotes du grip en latéral. Alors grip latéral, c'est-à-dire que dans les courbes très serrées, il ne faut pas que la voiture s'échappe à l'extérieur sur les murs de neige et de glace, mais il faut qu'elle garde son grip. Et c'est la particularité justement entre les épreuves de rallye où il y a beaucoup plus de lignes droites avec de la vitesse, alors qu'en Trophée Andros, les circuits sont plus courts et plus sinueux. Et on est à la recherche de grip en latéral dans les virages. Ouais, on n'est pratiquement jamais en ligne droite d'ailleurs avec les voitures de l'Andros. Quand on regarde les images, ils sortent des courbes, ils sont encore en travers un petit moment. Et puis après, ils font un appel contre appel pour entrer dans la courbe d'après. On voit la piste par les vitres latérales en général quand on est dans ces voitures. Par les portes, comme disent les puristes. Et d'ailleurs, les voitures sont équipées d'essuie-glaces sur les portes justement pour
pouvoir découvrir la piste, quand bien même les pilotes les connaissent par cœur, mais les aider à se repérer puisqu'il faut être très très précis dans ces exercices. Alors, il y a sans doute un exercice très délicat, c'est qu'il faut à la fois offrir beaucoup de grippe à ces voitures qui sont très puissantes et surtout qui ont beaucoup de couple parce que c'est des moteurs électriques, et en même temps, pas trop, parce que sinon, la piste en glace, on la transforme en cocktail assez rapidement, on fait de la glace pilée. Donc, comment, d'abord, la taille des clous, est-ce que c'est des clous aussi gros que ce qu'on voit des fois sur les compétitions de moto sur glace? J'imagine que non, c'est beaucoup plus petit. Non, là, les compétitions de moto sur glace, bien souvent, c'est justement sur des lacs de gelée ou des sortes de patinoires artificielles. Et donc, les gens ont des clous énormes, très longs. Mais ça, bien évidemment, ça peut pas être utilisé des clous comme ça sur les circuits français du Trophée Andros. Comme vous l'avez évoqué, il faut que la glace dure sur l'ensemble du week-end, avec bien souvent déjà les roulages le vendredi et la première course le samedi et la deuxième course le dimanche. Et d'ailleurs, il y a une légère modification du circuit, du tracé. Les organisateurs font des chicanes le premier jour à l'intérieur des courbes, ce qui fait que les pilotes vont user la trajectoire extérieure du circuit. Et quand le circuit arrive au goudron à la fin des essais ou de la première journée, le lendemain, on va chercher les cordes intérieures et le grattage justement par les clous des cordes intérieures projette la glace sur l'extérieur du circuit et ça donne toujours de très belles images avec un circuit blanc avec un très beau rendu télévisuel. D'accord. Et ils dépassent de combien les clous là qu'il y a sur les voitures? Ils font quelle dimension? Alors, les clous pour le Trophée Andros, c'est 3 mm. Ils dépassent des blocs de pavé, des blocs de gomme de 3 mm. Et alors, si on compare si on compare, oui, alors c'est des pneus très étroits, on est d'accord. Très étroits, voilà. Ils sont en 10, 62, 16, c'est-à-dire que la bande de roulement, elle fait seulement 10 cm de large, ce qui est en gros la moitié moins large qu'un pneu traditionnel type 205-55-16, le plus vendu sur le marché français. Donc, alors, vous dites il dépasse de 3 mm. Alors, un clou sur un véhicule standard, il dépasse de combien? Parce que on est d'accord que les pneus cloutés sont autorisés en France, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Surtout sur les zones... Oui, alors c'est soumis à autorisation préfectorale. Quand même. Et c'est principalement dans les stations d'hiver et puis sur les véhicules, je dirais, utilisés par des professionnels. Police, ambulance, tout ça, pompiers. Voilà, donc là, ils peuvent monter des pneus cloutés à partir du 1er novembre jusqu'au 31 mars. Et alors, la hauteur des clous de la réglementation, c'est entre 1,5 et 1,8 mm. D'accord, donc là, on a des clous qui sont un tiers plus gros. Oui, le double, le double qui dépasse le double des pneus du commerce. D'accord, je ne peux pas en acheter si je veux rouler en montagne. On a un équilibre, justement, entre le bon grip pour les voitures, pour obtenir les performances souhaitées, et ne pas non plus dégrader la piste trop rapidement, pour conserver des belles images télévisuelles. Jean-Luc, pour conclure, là, sur ces pneus cloutés, ça rentre dans la loi montagne? Les pneus clous? Oui, pour le monsieur tout le monde. Oui, on peut circuler si on a des pneus, en général, qui sont des pneus un peu spécifiques sur lesquels on met des clous. Alors, voilà. Oui, pour conclure. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que cette histoire de pneus cloutés, c'est un marché très, très, très minimaliste. Et nous-mêmes, qui avons une très belle gamme de pneus cloutés, ils sont réservés principalement sur le marché scandinave. Parce que les pneus cloutés, en général, sont montés sur des gommes elles-mêmes réservées pour les marchés scandinaves. C'est-à-dire des gommes qui fonctionnent mieux que par grand froid. Super. Donc les grands froids, c'est pas ce qu'on a en France, par exemple. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Patrick Lost, PDG de Yokohama France, dans le cadre du Trophée Andros. Puis on vous invite à aller voir les images, vous verrez. C'est vrai que c'est de la glisse en permanence, c'est ça qui est sympa. C'est vraiment technique et c'est extrêmement spectaculaire, on aime beaucoup. Yokohama France, qui est partenaire de l'e-Trophée Andros, comme Sud Radio également, et c'est pour ça que l'émission y est consacrée en partie aujourd'hui pour la toute première étape. C'est pour ça que nous sommes en direct en ce moment de Paris. On a failli, de Paris. Allez, tout de suite et à suivre, je vous avais dit qu'il allait arriver. Luc Marchetti nous rejoindra. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Roule, le club automobile ouvert à tous présente
Sud Radio, on parle auto. Et dans quelques instants, ce sera juste après le journal de midi, et on aura le plaisir d'accueillir dans On parle auto Sébastien Loeb himself pour cette émission spéciale e-Trophée Andros. Qui sera avec Margot Lafitte, qui roule aussi. Qui roule aussi, exactement. Avec tous ces vilains garçons qui veulent lui passer devant. Deux nanas qui se battent cette année. Qui sont pas mauvaises. Hein. Ah bah non, les femmes ne sont jamais mauvaises. Oui, mais enfin bon, Sébastien Loeb, il est pas mauvais non plus. Non, il a quand même été 9 fois champion du monde des rallyes. Oui, mais il y a longtemps. Non, je rigole. Je vous balance dès tout à l'heure. Bon, là, on est avec Luc Marchetti, qui est dirigeant d'Hexagon. Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Allez. Je disais donc, là, on est avec Luc Marchetti, dirigeant d'Hexagon Engineering, qui construit les voitures pour le e-Trophée Andros. Bonjour Luc. Bonjour Jean-Luc. Bon, qu'est-ce que ça? Luc. Alors c'est 100% électrique, on a tous compris que c'était ça. On a beaucoup de questions d'auditeurs qui veulent connaître les secrets. Je pense qu'ils veulent peut-être en fabriquer une dans leur cuisine. Alors Pourquoi pas? Oui. Alors elle s'appelle comment? Alors déjà, il y a plusieurs modèles de véhicules électriques qui courent le Trophée Andros. C'est ça? Tout à fait. Alors depuis 2008, il y a les Androscars et les Androsport. Donc ça, c'est la grosse catégorie qui sont apparus il y a 4 ans maintenant. D'accord. Alors la grosse catégorie, c'est ce qu'on appelle des silhouettes dans le monde de la compétition automobile. C'est quoi une silhouette? Alors moi, je sais ce que c'est qu'une belle silhouette, mais là... De voiture, on parle de voiture. Hein. Hashtag... C'est une réglementation sur châssis tubulaire avec carrosserie en fibre quelconque, en suivant la réglementation et certains aspects esthétiques, de largeur et ainsi de suite. De notre côté, nous fournissons les chaînes de traction. Nous les adaptons pour des clients, mais les chaînes de traction sont toutes les mêmes pour tous les concurrents. D'accord. Alors c'est quoi? Il y a 2 moteurs électriques, 4 roues directrices, 4 roues motrices? C'est exact, et une batterie nécessairement. Et là encore, on adapte la puissance en fonction du besoin. Alors la chaîne de traction que l'on a conçue est même trop puissante pour la discipline, mais on l'adapte en fonction de la réglementation, de ce qui est décidé. Du bien de la piste et du bien des pneus. Oui, c'est ça. Oui. Des sensations pilote. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Alors je peux pas le balancer, mais il y a Patrick L, PDG d'Yokohama France, qui m'a dit les voitures pourraient aller jusqu'à 500 chevaux, mais c'est nos pneus qui souffriraient trop. Donc vous limitez volontairement la puissance des autos, c'est ça? Oui, la puissance et le couple, puisqu'on a un couple disponible de 1600 newtons, ce qui est énorme et à 0 tour minute. Alors donc, 1600 newtons, je vais préciser, une voiture standard diesel est environ à 300 newtons. Hein. Voilà. D'accord, oui. Donc on est à 1600 là. Voilà, et surtout tout le temps disponible. Bah oui, ça pousse quoi. Ça pousse tout de suite quoi. Complètement. Et il faut que ce soit non seulement performant, mais surtout exploitable par le pilote. Le but c'est pas que le pilote se fasse peur, mais bien qu'il prenne du plaisir, non seulement en allant chercher de la performance. Donc vous avez limité. Alors la puissance est limitée à combien là? Alors, autour de 300 chevaux, donc seulement pour les chaînes de traction, on n'est pas très gourmand, puisque effectivement on peut dépasser les 500 chevaux et on tourne au maxi autour de 1200 newtons. Ah ouais, 1200 Nm de coupe, ça fait déjà pas mal. Est-ce que, la vraie question c'est, par rapport, le Trophée Andros a démarré on a dit, c'est la 34e saison, a démarré en 1990. À l'époque, c'était que des voitures thermiques, bien évidemment. On a eu des V6 qui allaient jusqu'à 340 chevaux. On a eu aussi des 4 roues motrices, 4 roues directrices. Est-ce qu'aujourd'hui, une Androscar électrique de silhouette serait plus performante que les plus performantes des voitures thermiques de l'époque? Alors, je corrige, on est même monté à plus de 600 chevaux en thermique depuis d'un temps, et les T3 autour des 400-440 chevaux, c'était assez courant. En termes de performance, oui, nous sommes aujourd'hui bien plus performants en électrique. Il y a eu des courses où il y avait le mélange électrique-thermique, et je crois que les électriques ont enlevé le challenge. Alors effectivement, et encore, nous limitions la performance de la chaîne de traction pour ne pas pour pouvoir se battre à peu près à jeu égal. Ah oui. Elles sont bridées quand même? Oui, les voitures sont bridées. Si elles n'étaient pas bridées, on pourrait aller à combien, demande Stéphane? Chevaux, ouais.
Je pense qu'on serait de l'ordre d'une seconde et demie, 2 secondes plus vite au moins que ce que l'on roule à l'heure actuelle. Mais avec toutes les conséquences sur les pneumatiques et la piste. Donc ça n'offre pas forcément un gros intérêt. Luc Marchetti, est-ce que cette compétition de voitures électriques fait progresser la voiture électrique de Monsieur Tout-le-Monde ? Bonne question. De Monsieur Tout-le-Monde, certainement. Alors, on travaille sur des batteries qui sont, puisque nous fabriquons les batteries, on choisit la chimie en fonction du besoin, du cahier des charges. Et on travaille avec des fluides de refroidissement. Ça, c'est un gros hic. De façon générale, le refroidissement, la durée de vie des batteries. Et on a pour partenaire Motul, pour ne pas le citer, qui nous fait des produits vraiment spécifiques, des produits qu'on appelle diélectriques. Ce sont des fluides caloporteurs, donc de façon à pouvoir évacuer les calories, mais qui un fluide complètement isolant électriquement. D'accord. Alors bon, je vais vous poser une question que vous n'aimez pas, que sans doute qu'on vous pose, mais Hexagon avait sorti un véhicule absolument fabuleux qui s'appelait la Furtive IGT, qui était une supercar électrique. Est-ce que là, le Trophée Andros, ça vous permettrait pas de ressortir cet engin, de l'exhumer et puis peut-être d'en proposer une petite série? C'est définitivement abandonné ou pas? Non, pas définitivement abandonné, mais on a eu plein d'autres projets depuis, et c'est vrai que c'était quelque chose de fabuleux. Là, ça nous a permis d'apprendre notre métier également. On fait d'autres choses, on travaille sur l'attelage des 12 également, mais non, il n'est pas exclu qu'on ressorte un jour un véhicule de haute performance électrique. Eh ben, en tout cas, on vous demandera dans ces cas-là de venir en parler. Moi, j'avais eu le privilège de rouler avec, c'était un grand moment. Cool. Luc Marchetti, qui était notre invité, dirigeant d'Hexagon Engineering, qui travaille évidemment essentiellement aussi, pas que, mais sur ces fameuses voitures dont on parle beaucoup pour notre trophée e-Andros. On vous souhaite un bon week-end et une bonne première étape à Val Thorens. Bon week-end à vous, je vous remercie. Merci, au revoir. À suivre, le retour de l'info. Juste après, on fait le service après-vente de On parle auto, avec ces cas que nous avons réussi à faire avancer et à régler grâce à l'émission et grâce à Sud Radio. Et puis, on aura le plaisir d'accueillir Sébastien Loeb, entre autres, au micro de On parle auto. Sud Radio, On parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back2Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur back2car.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, On parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Alors évidemment, on glisse un peu en ce moment, à droite, à gauche, puisque nous sommes avec toute l'équipe du e-Trophée Andros, puisque Sud Radio est partenaire. Nous devions y aller avec les problématiques et les grèves de la SNCF. Nous sommes restés dans les studios de Sud Radio, mais nous y allons par voie téléphonique. Mais juste avant d'aller rejoindre Sébastien Loeb, un petit mot sur ce qui va se passer dans cette deuxième heure dont parle auto, avec entre autres le côté un peu historique de cette histoire de Trophée Andros. Bah oui, 1990, les débuts du Trophée Andros. On verra qu'il y a quelques grands champions aussi qui sont passés par le Trophée Andros. Il y a un petit Alain Prost, je crois. Ça doit dire un peu quelque chose aux gens qui nous écoutent. On parlera pas que du Trophée Andros, on parlera aussi d'un observatoire. L'observatoire roule, et là on verra que les Français en matière de communication sont pas forcément les meilleurs, parce que 56% des automobilistes ne savent pas ce que c'est qu'une ZFE, et pourtant ça doit rentrer en vigueur bientôt. Et puis 46% des Français qui possèdent un véhicule thermique ont prévu de le remplacer par un véhicule plus propre au cours des 2 prochaines années. On verra quel type de voiture ils souhaitent acheter. Et puis vous, évidemment, 0826 300 300 pour rencontrer l'ami Jean-Luc, pour poser vos questions, pour interagir dans On parle auto, qui est votre émission sur Sud Radio. Et si vous voulez passer aussi, vous pouvez nous envoyer un mail. Par exemple, on a une chronique à la fin de l'émission qui s'appelle Quel auto choisir. Vous avez besoin d'être un peu guidé avec votre budget et votre utilisation. Vous nous envoyez un mail à jeparticipe@sudradio.fr. Mais tout de suite, on va revenir d'ailleurs sur vos besoins et sur un peu le service après-vente de l'émission. Sud Radio, On parle auto. Un service après-vente, parce que la semaine dernière, on a eu 2 cas de personnes qui nous ont appelés pour demander un coup de main, Jean-Luc. Ouais, 2 cas. Alors, le premier, c'était Philippe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait un problème sur sa Prius 4. En fait, elle consommait l'eau du circuit de refroidissement. C'est un petit peu gênant. Et la panne venait du... En fait, il y a
pour réchauffer plus rapidement le moteur et donc le liquide de refroidissement, on se sert de la chaleur des gaz d'échappement, hein, puisque 30% de l'énergie est perdue en chaleur dans les gaz d'échappement, et les gaz d'échappement sont chauds assez rapidement. Donc on a un petit échangeur qui est sur le pot d'échappement qui permet de chauffer l'eau du circuit de refroidissement plus rapidement. Voilà. Et cet échangeur fuyait, mais il faut changer tout l'échappement. Donc Philippe avait demandé une prise en charge et il n'avait que 30% de la prise en charge sur 1500 €, alors que en plus il paye chaque année. Vous savez que les Toyota de moins de 10 ans, si vous faites la révision chaque année, vous avez une prolongation. Vous pouvez prendre une prolongation de garantie. Et donc, il avait sa voiture qui était à la fois sous garantie. Alors, normalement, l'échappement n'est pas pris en garantie parce qu'on considère que c'est une pièce d'usure. Mais là, c'est une petite pièce qui est fixée sur l'échappement, hein, qui est solidaire de l'échappement. Donc, Toyota France a analysé le sujet en disant oui, effectivement, c'est pas normal. Donc, à la fois, ils prennent les 1500 € en charge. De Philippe, mais surtout, ça va bénéficier à tous les propriétaires qui auront cette panne-là après. Vous savez, c'est ce que les Japonais appellent le Kaizen. Donc, on fait progresser en permanence. Et donc là, ils font progresser l'après-vente. Tout ça, ça a été pris en compte. Donc, désormais, ceux qui auront cette panne-là, qui arrivent de temps en temps, eh bien, seront pris 100% en charge. En fait, vous jouez les Pères Noël avant l'heure, vous. L'ami Jean-Luc avec On parle auto. On va dire ça comme ça. Et puis, on avait Marie-Josée. On avait Marie-Josée, alors elle qui s'est rendue compte que son permis était invalidé. Son permis était invalidé. Elle n'existait pas en fait. Exactement. Alors, on a fait intervenir Rémi Jossaume. Alors, ça a été très rapide. Hein, c'est pareil. Rémi m'a appelé le lundi ou le mardi en me disant bon ben voilà, c'est réglé avec le ministère de l'Intérieur. Donc, Marie-Josée a de nouveau un permis valide. Alors, ils lui ont demandé de refaire une petite visite médicale alors qu'il n'y en a pas besoin. Donc, elle a juste un permis valide. C'est génial. Ouais. Alors, et reconnu surtout. Surtout, oui. Alors qu'elle avait passé effectivement son permis à l'époque, mais c'est le passage à l'informatique qui parfois a bugué. Ouais, le passage à l'informatique n'avait pas été fait pour son permis et les gendarmes qui l'avaient arrêté lui ont dit écoutez, vous n'avez pas de permis de conduire. Madame. Bon, ça y est, c'est réglé. J'ai un ami qui avait eu un problème comme ça, mais grâce à l'émission, grâce à On parle auto sur Sud Radio, grâce à l'ami Jean-Luc Moreau et également notre avocat spécialisé en droit routier Rémi Jossaume qui intervient régulièrement, eh bien, ce cas est réglé. Si vous aussi vous avez un problème, n'hésitez pas. Si on peut aider, on le fera. Si on peut pas, on vous le dira. Mais il faut toujours tenter. Voilà. Évidemment, tout n'est pas possible. Voilà, mais peut-être que certaines choses le sont. Tiens d'ailleurs, comme par exemple parler à Sébastien Loeb dans la seconde qui suit. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Recordman de titre avec un total de 10 couronnes. Oh là là, auteur de 48 victoires. Il était avec nous, l'ami Jean-Luc, parce que c'est le e-trophée Andros. Bonjour Sébastien Loeb. Sébastien n'est pas encore arrivé. C'est Margot Lafitte. On a Margot. Bon alors qui nous parle là du coup, c'est Max? Oui, ben oui. C'est toujours Max Mamers, c'est l'organisateur. Merci Max. Alors passez-nous Margot. Bonjour. Bonjour Margot. Margot, je t'ai manqué à la montagne. Oh non, mais j'y crois pas. Bon. Alors, un petit mot pour pas être dans le privé de joke les uns les autres. C'est parce que vous avez couvert plusieurs fois le trophée Andros, Jean-Luc. Non, mais c'est parce que je connais Margot Lafitte depuis qu'elle est grande toute comme petite. Ça, quoi, toute petite. Hein. Mais que vous connaissez grandir. Alors, Margot Lafitte, c'est forcément un nom qui vous dit quelque chose. Fille de Jacques Lafitte, pilote, présentatrice de télé de talent, qui fréquente plus habituellement les pistes de Formule 1. On est d'accord, Margot? Et qu'est-ce qui fait que vous êtes sur le trophée Andros? Bon, à mon avis, il y a une histoire. Non, rien. Une histoire quoi, d'amitié avec Max? Oui. Je sais, j'arrive pas à m'en passer. Tous les jours, je reviens. Je gagne toujours pas, mais je reviens. Oui. Et pourquoi vous gagnez pas? Parce qu'ils sont pas gentils avec vous, les garçons? Pas plus tard qu'il y a une minute, et j'ai pas trouvé la réponse. D'accord. Mais qu'est-ce que vous trouvez comme plaisir à rouler sur la glace par rapport à l'asphalte, par exemple? C'est tellement exclusif. On n'a pas d'occasion dans l'année de rouler dans des conditions comme celle-là. Donc je sais pas, c'est le plaisir, la finesse du pilotage. Je sais pas. Je trouve que c'est aussi beaucoup d'improvisation, c'est beaucoup de ressenti. Donc on s'adapte tout le temps parce que la piste change, les conditions changent, tout. Donc j'aime bien cette adaptation. Alors Margot, on a un petit souci sur la qualité du réseau téléphonique. Bien, en fait. Ça coupe un peu. Je ne sais pas où vous êtes situé. Le téléphone de Max, il a toujours pas. Il est en 2G, je crois. Il est edge. Non, alors, du coup, là, c'est compliqué parce que ça devient vraiment pas très bon. Max, est-ce qu'on a un fixe sur lequel on peut peut-être vous appeler? Alors, est-ce qu'il y a un fixe, Max? Mais j'ai peur que non. Est-ce que vous pouvez sortir mieux comme ça? Margot, est-ce que vous pouvez sortir? Oui, sortez.
Sortir Dehors. Ouais, dehors. Mais je suis sûre que dehors ça change quelque chose et j'ai trop de vent pour que vous m'entendiez. Ah, bah, décidément, on a oui, beaucoup parce de qu'il chance. fait Non, on a des conditions apocalyptiques là, donc c'est peut-être pour ça que le réseau est... Ah, ok. Et est-ce que la course va pouvoir avoir lieu quand même? Enfin, est-ce que Oui, bien sûr. Il n'y a rien qui arrête le Trophée Andros. C'est clair. Ouais. C'est combienième participation sur le Trophée Andros, Margot? Je sais pas, mais beaucoup, trop. J'ai 16, je crois. 16. Avec un accident en plus, en 2013, oui, si ma mémoire est bonne. Hein. Comment c'est ça. Ouais. Donc vous avez connu les voitures thermiques. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui, le passage à l'électrique? J'ai connu ça, j'ai tout connu en fait, c'est ça qui est bien. Toutes ces années. En fait, je dirais que le plaisir reste intact. C'est même la grosse surprise et je pense que tout le monde a été un peu cueilli par surpris. Même plaisir et c'est même presque moins de travail au volant. On a les deux mains sur le volant alors qu'on avait une main sur le levier de vitesse. On avait le brayage, donc on a même les pieds un peu pour faire du pied gauche. Enfin, tout est pilotage qui est un peu différent, mais on retrouve vraiment les mêmes sensations. La puissance est au rendez-vous, encore même mieux qu'avant. Donc je crois que c'est un vrai. Et je crois que tout le monde a été surpris dans le bon sens par l'arrivée de l'électrique. D'accord. Ça vous donne envie de rouler au quotidien à l'électrique ou pas? Je le fais un peu. Je suis en hybride. Ah oui, non, mais hybride, c'est pas encore tout à fait 100% électrique. Non, pas tout à fait. Non. Vous roulez sur quelle voiture là? En Cupra. Pardon, ça a coupé? Une Cupra. Une Cupra, très bien. Ouais. La place des femmes dans le monde des rallyes, là, sur le Trophée Andros, vous êtes 2 pour cette saison, si je dis pas de bêtises, 2022. Votre regard sur la place des femmes, sur ce sport mécanique? Pas beaucoup, mais celles qui marquent trop mal sont là, donc c'est déjà bien. Mais pas beaucoup à la source non plus. Je crois que petite fille, on n'a pas forcément l'instinct de devenir pilote mobile, donc il n'y a pas beaucoup à la source, il n'y en a pas beaucoup après, un peu plus haut, dans les plus hauts niveaux. Et ça se fait progressivement, et je crois qu'on a besoin de faire on a vraiment un problème. C'est juste une histoire d'envie. C'est juste une histoire d'envie. Vous avez raison. Je suis assez d'accord avec vous. Est-ce que Sébastien vous a rejoint? Il est là. Ah, alors on va essayer de prendre Sébastien, mais on ne sait pas si la ligne va être meilleure. Merci beaucoup en tout cas, Margot Lafitte. D'une oreille à l'autre, je vous laisse. On croise. Merci Margot. Merci Margot, et puis bonne chance. Et puis on espère qu'ils vont vous laisser passer un peu quand même, les garçons, un peu de galanterie. Non, mais elle peut les doubler surtout, et elle est faite pour ça aussi. Non, mais dites donc, c'est quoi ce... Bonjour Sébastien Loeb. Oui, bonjour. Bonjour Sébastien. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Évidemment, là-bas, on est... Oui, un des plus grands champions, sinon peut-être le plus grand champion français. Vous avez roulé dans pratiquement toutes les disciplines. Hein, ça va... non, pas la Formule 1 encore. En essai, ouais. En essai. Ouais. En essai. Comment vous qualifieriez le Trophée Andros, le pilotage sur l'Andros par rapport à toutes les expériences passées que vous avez eues? C'est un pilotage quand même assez spécifique, surtout du fait qu'on a les 4 roues directrices, donc c'est une adaptation et un pilotage un peu différent de ce qu'on a l'habitude. Généralement, pour mettre la voiture en glisse, on a un frein là, c'est les roues arrière qui nous aident à pivoter. Et ce qui fait qu'au final, c'est un pilotage tout en glisse. Vu que c'est sur de la glace, c'est vraiment beaucoup. Et donc, ça demande beaucoup de précision au niveau des placements et de finesse de pilotage. Donc, c'est toujours assez excitant, surtout que moi j'en fais pas beaucoup, donc à chaque fois c'est toujours compliqué en fait, parce qu'on tombe face à des spécialistes qui font plusieurs courses dans l'année. J'ai pas forcément le temps d'en faire beaucoup, donc par contre j'aime faire ça, donc c'est ce qui me donne envie de revenir faire un petit tour sur le trophée chaque année. Oui. Vous aviez pris, entre guillemets, le prenez pas mal, vous aviez pris des cours quand vous avez commencé les courses sur glace avec des pilotes. Alors je pense là, cette année revient Yvan Muller qui est le vainqueur gagnant, absolu sur l'Andros, mais est-ce que vous aviez pris des conseils auprès de ces grands spécialistes? Oui, j'avais pris quelques conseils à l'époque. Les premiers tours que j'avais fait, c'était avec Jean-Philippe Perrault, et qui m'avait prêté d'ailleurs à l'époque sa voiture, je crois, et puis histoire de découvrir un peu ce que c'était. Donc forcément, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait pour m'en inspirer un petit peu. C'est à l'époque des thermiques, et puis depuis, le fait de revenir une fois de temps en temps, j'ai compris un petit peu les bases des techniques de pilotage de cette discipline. Par contre, c'est vrai que
avec les spécialistes quand ils se battent au 10e, c'est toujours, c'est jamais simple d'être vraiment aux avant-postes. Ouais. Sur les voitures elles-mêmes, vous avez roulé avec des engins absolument démentiels, en particulier pour Pikes-Peak. Je ne sais pas combien de chevaux vous aviez dans la voiture. Mais 175. Ouais. Ah oui, c'est un truc complètement fou. Je savais pas que ça existait. Là, une Androscar, pareil, vous la situeriez comment par rapport à tout ce que vous avez piloté jusqu'à présent? C'est sûr que c'est très impressionnant au niveau puissance que la voiture de Pikes-Peak, vraiment, mais c'est une voiture qui est très adaptée à ce qu'on en fait, parce qu'on est sur une route, sur une piste très technique, très glissante, avec l'électrique, le dosage et la gestion du moteur est vraiment efficace et donc c'est une voiture qui est vraiment adaptée à ce profil de terrain. On a de la puissance, on a 300 chevaux, les voitures sont légères, donc ça suffit largement. On aurait plus de chevaux, on n'en ferait pas grand-chose, on ferait pas plus en fait. Donc, Sébastien Loeb, mais alors sans parler spécialement que du e-Trophée Andros, vous préférez quand même tourner je vais pas y arriver, mais concourir sur des thermiques ou des électriques? Sérieux, entre nous, parlons vrai sur Sud Radio. Les sensations du thermique, moi, ce que je préfère, je dirais, parce que je suis né là-dedans et moi, j'ai fait du WRC dans les années en thermique et les voitures qui m'ont marqué. Et c'est vrai que la sensation moteur, le bruit moteur, moi, c'est quelque chose que j'aime quand même personnellement. Ouais, il manque le bruit, hein, c'est ça. Il manque un peu le bruit de l'extérieur, effectivement aussi, mais par contre, honnêtement, sensation de pilotage pure, c'est gênant. Au début, j'avais un petit peu qu'on ait aucun retour d'information, qu'on sache pas où on en est dans l'accélération, etc. Parce qu'on n'a pas le bruit, qu'on est habitué à avoir du bruit. Mais finalement, on a quand même le bruit du patinage, le bruit des roulements, qui fait ça nous donne une information du régime moteur en fait. Et au final, on s'y fait très bien, immédiatement, et puis on prend du plaisir au volant quand même. Bon. Ouais. Comment ça s'est passé ce matin d'ailleurs? Ça s'est passé, on est correctement. C'est pas la grosse éclate, hein, quand même. Hein. Je suis au milieu de tableau à peu près. Donc il va falloir travailler un petit peu pour cet après-midi. Bon, bah c'est super. Ouais, ça devrait aller. Il y a votre compagne qui roule aussi, je crois. Ouais, elle roule dans le trophée des invités, avec les 2 roues motrices. Ouais, c'est chouette. Alors vous lui donnez des conseils là pour le coup, elle. Oui, je lui ai donné quelques conseils. Après, elle a un bon feeling, elle se débrouille bien, donc ça va aller tout seul. Il y a Stéphane, le troisième co-présentateur, puis après on va devoir vous laisser, qui dit: est-ce que Sébastien est battable ou reste the best of the world? Je suis battable dans certaines disciplines. Ouais, bien sûr que je suis battable. Après, le truc c'est que je fais beaucoup de disciplines différentes, donc forcément on peut pas être le meilleur absolu partout. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me plaît justement, c'est ça. C'est de toucher à tout. C'est de pouvoir découvrir différentes sensations dans différentes disciplines. C'est ça qui est encore. Donc voilà. Bon, merci. J'ai encore une toute dernière question. Vas-y. Est-ce que quand on viendra, on pourra faire un tour avec vous? Oh oui. Oui, ça dépend. Trophée Andros, vous pouvez tout monter avec moi dans la voiture. Il n'y a pas de siège, vous accrochez à l'arceau et puis ça va aller. Ouais. Moi, je suis cap, je sais faire ça. Hein. On demandera à Max de nous mettre un siège. Il n'y a pas besoin de siège, vous accrochez un peu. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été avec nous. Est-ce que l'on pourrait rêver, Sébastien, d'ailleurs, que lors d'un prochain passage sur Paris, puisque les studios de Sud Radio y sont actuellement, vous pouvez nous accorder un peu de temps et venir en direct dans l'émission avec nous? Ouais, je passe à Paris une fois tous les 3 ans, donc ouais, c'est mieux. Mais c'est bientôt, non? C'est l'année prochaine, non, les 3 ans? Révolu. Je sais pas. On vous embrasse. Pourquoi pas à l'occasion, merci. Avec plaisir, ce serait cool en tout cas ça, pour ceux qui écoutent Sud Radio, ça ferait un joli cadeau. On vous embrasse, Sébastien, et bonne course. Merci. Et bonne chance. Et bon week-end. À vous aussi. Et ben voilà, c'était cool de l'avoir, hein. Oui, la liaison n'était pas extraordinaire. Non, mais on l'a eu quand même. On l'a eu quand même et c'est sans doute le plus important. On parle auto, continue bien sûr avec vous. Et on va retrouver Max Mamers, l'organisateur du trophée e-Andros, dans quelques instants sur Sud Radio. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et dans notre rendez-vous Classic Cars, puisque Sud Radio et On Parle Auto sont partenaires du e-Trophée Andros, eh bien on va parler de l'histoire de ce trophée débuté en 90. On a de nouveau Max Mamers, l'organisateur, qui est avec nous. Rebonjour Max. Et rebonjour à tous. Et merci pour Sébastien et Margot. Sébastien Loeb et Margot Lafitte. Ça n'a pas été facile, mais parce qu'on est entre 2 courses, vous savez ce que c'est. Ouais. Les pilotes sont concentrés avant, ils font leur course. Après, il faut débriefer avec les ingénieurs. Et donc, mais ça y est, c'est fait. Eh ben, merci beaucoup. Voilà.
Je vous embrasse très fort. Allez, on parle de cette Bon, on va revenir un petit peu en arrière. Tiens, on va se faire un petit peu l'historique du Trophée Andros. Bon, on avait compris que vous étiez sur les 24 heures sur glace de Chamonix. Pour ceux qui avaient loupé le premier épisode, début de l'émission, je les invite à écouter en podcast. Vous étiez sur les 24 heures sur glace de Chamonix. Sur le YouTube de Sud Radio. Voilà, qui était l'événement à l'époque, le seul événement de course sur glace qui avait lieu en France. Et puis avec Frédéric Gervoson, qui était le président d'Andros, vous avez décidé de monter ce trophée sur glace. Ça a été facile à monter d'ailleurs ou pas? Parce que des pistes de glace à l'époque, il n'y en avait sans doute pas beaucoup. Alors, je vais faire quelques précisions, effectivement. Donc, moi, j'étais pilote à l'époque professionnel. Et lorsqu'on allait à Chamonix, nous étions invités. C'était la course, effectivement, la plus médiatisée à l'époque. Mais il existait aussi la ronde de Serre Chevalier. D'accord. Où Laurent, le grand chef de l'époque, faisait venir, par exemple, des voitures sur un plateau, des visas, des visas 1000 pistes que Citroën lui prêtait. Et je dirais tous ceux qui avaient été champions de France ou qui étaient allés dans les 20 pilotes les plus huppés de l'époque, on était tous invités. On était d'ailleurs très forts les soirées en boîte de nuit. On apprenait souvent la glisse là, d'ailleurs. Et c'est né comme ça pendant 2-3 ans, et c'est effectivement jamais le même qui gagnait. Et un jour, Patrick Chapuis, que tu as peut-être connu, qui était le grand patron de l'équipe à l'époque au niveau automoto, oui, que je connaissais. Il dit: j'en ai marre d'entendre qu'un jour c'est Malcher qui a gagné, une autre année c'est Choche, une autre année c'est Darniche. Bon, ça serait bien de faire un championnat. Et donc ça se passe à Chamonix. Et moi, je courais avec Darniche d'ailleurs sur une Audi, et Frédéric Gervoson, qui était déjà mon partenaire, était avec moi, et il dit chiche. Didier Maîtré, qui était le patron chez BMW, j'étais pilote officiel BMW. Didier me dit: si tu fais un truc comme ça, moi je prête les bagnoles, c'est-à-dire que BMW sera tout de suite dans la boucle. Et Gervoson dit: moi je paye. Et l'équipe me dit: nous on adore, il y a 10 ans on a créé le Dakar, là maintenant il y a une nouvelle épreuve qui peut se créer, on est à fond dedans. Voilà, c'est parti comme ça, avec quand même des spécialistes qui pensaient qu'il y avait un truc à faire. C'est une génération spontanée, mais de gens d'abord qui avaient une parole, parce que pour aller aussi loin, il a fallu tenir la route pendant un moment. C'est exactement ça le véritable départ. Alors bon, il y avait Serre Chevalier comme circuit, on a compris, mais les autres circuits, ils existaient? C'était quoi? Alors la première année, il existait par exemple à Lens-en-Vercors. Quand les gens avaient quitté le parking de la station de ski, ils remettaient un peu des talus de neige et ils faisaient un slalom l'hiver. Donc ça existait, c'était certainement régional. À Champs-Rousse, il y avait un petit circuit. Et donc la première année, l'année de la naissance 90, on s'est servi de 4 courses. Chamonix, d'abord Serre Chevalier, Chamonix, Champs-Rousse et Lens-en-Vercors. Et on a décidé de créer une série. Voilà, on a attribué des points. Il n'y avait aucun règlement qui était identique. C'est-à-dire que Chamonix, c'était une course en peloton. À Lens-en-Vercors, c'était une course au chrono. Mais il y avait tout le temps un vainqueur scratch. On a attribué des nombres, un certain nombre de points. Et c'est comme ça qu'est né le premier trophée Andros. Il y a eu la chance d'exister, mais qui était en bâtard sur le plan réglementation. D'accord. Ce n'est que la deuxième année qu'avec l'appui de la fédération, on a décidé que toutes les épreuves, pour que ça soit un véritable similaire à un championnat, que toutes les épreuves aient le même règlement. Alors, les véhicules au départ, sur les premiers trophées Andros, c'était des voitures qui étaient adaptées pour la glace, et petit à petit, elles ont évolué pour devenir des véhicules spécialisés pour les courses sur glace. Ça a évolué comment, ça ? Alors au début, c'était essentiellement des voitures de rallye. D'ailleurs, la reine de ces trucs-là, c'était la Visa 1000 pistes, hein, parce qu'elle n'était pas lourde et que ça marchait bien. Il y avait des Dacia 4 roues, des Audi. Donc au départ, c'était des voitures de groupe B ou de groupe N ou de groupe A de rallye. Et petit à petit, pour gagner, les gens ont commencé à fabriquer des protos, qu'on appelait des T3, qui étaient les mêmes réglementations que le Dakar. Que le Dakar, oui. Qui sont devenus T3F, ça voulait dire proto français. On a commencé à faire des voitures et c'est comme ça que la voiture spécifique du Trophée Andros est née.
Et maintenant, c'est vraiment des Formule 1 de la glace, quoi. D'accord. Le passage, alors on va parler des pilotes qui sont venus sur le Trophée Andros juste après, mais le passage à l'électrique, pourquoi est-ce que vous l'avez décidé et c'est arrivé quand ? Alors la première fois, c'est arrivé en je dirais 60. Attends, il faut que je. 2009, non ? La série des Euromotrices a commencé en 2009. C'est lui qu'il a inauguré ici à Valto. Mais déjà 2-3 ans avant, Franck Lagorce travaillait sur une voiture électrique que l'on avait mis au milieu des thermiques pour pouvoir faire le cahier des charges, pour savoir combien il fallait de chevaux, combien il fallait amener de batterie, combien il fallait. Voilà, donc je peux dire que ça remonte à peu près à 2017 les premiers tours de roue d'une voiture électrique sur le trophée. Mais c'est vraiment devenu très professionnel. Et la première course, officiellement la première course au monde 100% électrique, c'était le 5 décembre 2009. D'accord. Et ben D'accord. Voilà. Les grands pilotes, il y a eu des grands noms. Il y a eu Alain Prost qui a gagné d'ailleurs. Alain fait partie. On a comme aujourd'hui, quand on regarde, on fait le plateau, on a 17 titres de champion du monde là aujourd'hui, avec des gens. 17 titres, ah oui, quand même. Sébastien, comme il vient en plus d'être titré là, dans l'extrémie, il en a 10. Vous avez Muller qui a été 4 fois champion du monde en WTCC. Oui. Qui sait qu'il y a d'autres, il sera en Andorre. Baumel qui est 3 fois champion du monde des rallye-raid avec Alatia. Donc effectivement, au départ on a eu beaucoup de pilotes de Formule 1. Jabouille, Jarrier, Beltoise, ils sont tous venus. Tambay, Patrick Tambay, Jacques Lafitte, tout ça. Et les pilotes qui venaient de la Formule 1, effectivement, ils venaient un peu pour s'amuser, faire un peu de ski. Ouais. Et petit à petit, il y a une génération de pilotes emmenés par Yvan Muller qui sont devenus qui étaient d'abord des bons pilotes, mais en plus qui se sont spécialisés là-dedans et qui ont fait que c'était très 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 difficile de les battre. En tout cas, merci Belle histoire beaucoup, Max. et qui va continuer, on l'espère encore autant de temps. Hein. Et puis, il y a peu de compétitions en France qui durent depuis aussi longtemps. Et puis c'est la seule compétition de ce type au monde, je crois, pour ne pas dire de bêtises. Donc c'est Cocorico, bravo. En tout cas, c'est la plus belle et la plus reconnue, c'est sûr. C'est clair. Max, merci beaucoup. On aura le plaisir, Max Mamers, de reparler du trophée sur toutes les étapes un petit peu dans l'émission et particulièrement celle où on viendra vous voir à Lens-en-Vercœur, pays de cœur de notre ami Bastien, notre réalisateur, qui n'en peut plus tellement on dépasse les timings de l'émission et qui est en train de faire non pas une crise cardiaque mais les gros yeux. Merci beaucoup, Max. Dans quelques instants, on va parler d'un tout autre sujet, les Français et les ZFE, avec un observatoire de Roule, Roule qui est ce club automobile qui vous permet d'avoir plein de rendez-vous, de protection, et surtout qui est le partenaire officiel, entre autres, l'un des grands partenaires de On Parle Auto. Est-ce que vous, les ZFE, ça vous parle ? On en parle dans quelques instants. Sud Radio, On Parle Auto. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, On Parle Auto. Et Roule, qui est le partenaire, l'un des grands partenaires de l'émission de On Parle Auto, Sud Radio, c'est un club automobile qui est ouvert à tous et qui propose des offres de protection contre le vol, des garanties complémentaires à l'assurance auto principale, mais plein d'autres choses. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir sur leur site internet parce qu'il y a. Oui, puis on en reparlera pour Noël parce qu'ils vous aident aussi à accéder à la mobilité automobile si vous n'avez pas beaucoup de moyens. Et ça, c'est plutôt bien. On accueille tout de suite Jonathan Tuchban, qui est directeur de Roule. Bonjour Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour, comment allez-vous ? Écoutez, on va pas mal. Moi, je vais un petit peu mieux en sachant que on va reparler de vous vers Noël et que comme vous aidez les nécessiteux à accéder à l'automobile, moi, j'arrive toujours pas à acheter mon Aston Martin, donc je pense que vous pourrez peut-être essayer de m'aider. Jonathan, on vous accueille aujourd'hui parce que Roule a fait paraître un observatoire sur la mobilité des Français à l'heure de la transition écologique, pouvoir d'achat et accessibilité, et ces fameuses ZFE M, ZFE Mobility, donc on appelle tout ça les ZFE. C'est un tout petit bout, mais on se rend compte surtout que les Français connaissent pas bien. Et vous avez interrogé pourtant du monde. Il y a 25 000 Français qui ont été interrogés, parce que d'habitude, les sondages, en général, c'est 4-5 000 personnes maximum. Là, 25 000. Ça a dû prendre un petit moment quand même déjà. En fait, il y a 2 sondages dans le sondage. On a interrogé nos membres, et donc on a 1 200 000 membres, donc on a interrogé 25 000. Oui, c'est assez accessible pour nous. Ouais, exactement. Et puis on a travaillé avec Ipsos sur un sondage représentatif de la population française.
puisque nos membres ne sont pas forcément représentatifs. C'est pas parce qu'on achète un service chez Roule qu'on est forcément l'automobiliste moyen, quoi. D'accord. Alors avant de parler des ZDF, parce que Laurence a déjà cramé le. Mais non, mais c'est parce que t'as plein de Français qui savent pas ce que mais déjà, qui a une voiture en France? Alors c'est quand même intéressant parce qu'on apprend que 9 Français sur 10, donc 91% ont une voiture. Alors c'est pas réparti de la même façon. Ah ben non. Alors, oui, 9 Français sur 10 sont motorisés avec une voiture. Et évidemment, vous retrouvez... alors c'est 81% en région parisienne. Je vais même vous dire, j'ai cherché les chiffres de Paris. On est à moins de 30%. Ouais, mais c'est normal. Paris, on a mis la voiture dehors à Paris. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une politique pour mettre la voiture dehors, donc évidemment. 30% et on est à Paris, 98% dans des communes, Jonathan. De moins de 20 000 habitants. Quand vous regardez les communes de moins de 20 000 habitants, c'est 98% des Français qui ont une voiture. Donc la voiture concerne encore beaucoup les Français. Et 88%. Et on s'en rend compte quand on voit quel mode de transport ils utilisent pour leurs déplacements, que ce soit le travail ou les loisirs. Surtout ce week-end, où il n'y a pas de train. Oui. Pour le travail, c'est 61% quand même qui se déplacent en voiture individuelle. Et si vous rajoutez ceux qui sont passagers d'une voiture individuelle, vous en avez 20% de plus. D'accord. Et il en reste après 26% avec les transports publics, 8% en deux roues, et 23% qui privilégient la marche, le vélo, les trottinettes. Alors on se demande, à la lumière de ces chiffres, pourquoi est-ce que on a des dirigeants qui sont aussi anti-voiture que ça, puisque non seulement on en a besoin de l'automobile, mais en plus c'est plébiscité par les Français, il n'y a pas d'autre mot. C'est quand même très étrange. Hein. On en arrive à la problématique en fait de la transition écologique, c'est-à-dire que il y a évidemment une volonté politique et aussi de pas mal de citoyens de basculer dans des modes de transport propres. La question, c'est à quel prix et à quelle vitesse. Et on voit que là, les ZFE, dont on va parler juste après, qui se mettent en place très vite, en fait, vont peut-être un peu trop vite par rapport à la capacité des Français à absorber cette transition en termes de mentalité, en termes de coût, parce qu'il faut avoir envie de basculer sur une voiture propre. Et en avoir les moyens. Mais surtout en avoir les moyens. Hein. 74% des répondants considèrent que le prix c'est un frein justement à l'accession à des véhicules plus propres. Ça fait quand même, ça fait 3/4. Hein. Mais quand vous regardez le marché automobile en ce moment, vous voyez déjà que les voitures neuves en moyenne sont toutes plus chères du fait de l'inflation. Et si vous isolez les voitures électriques ou hybrides, le prix moyen est encore plus élevé. Et donc ça va se répercuter derrière sur aussi le marché de l'occasion. Mais après, là, pour parler de cette vraie problématique, ça fait partie de l'Observatoire de Roule, c'est ce qui va se passer demain. Aujourd'hui dans certaines villes, demain dans d'autres. Il y a combien de Français qui vont plus pouvoir rouler ? Il me semble que c'est 60% du parc. Ouais. C'est ça, 60%, c'est ce que vous avez noté. 60%, c'est énorme quand même. Ouais, c'est un truc de fou. Et surtout les gens, aujourd'hui, alors on nous annonce que 60% des véhicules ne vont pas pouvoir rouler. Alors c'est pas dans 10 ans, c'est dans 2 ans. Et malgré ça, il y a presque un Français sur 2 qui ne sait pas ce que c'est qu'une ZFE. C'est complètement fou. Ouais, donc on a 45 communes qui sont concernées par les zones à faible émission d'ici 2025. Et effectivement, on a un Français sur 2 qui ne sait pas ce que c'est. Mais c'est assez logique, puisque il n'y a pas une communication très claire. D'abord, elle peut pas être nationale, parce qu'une ZFE et ses règles dépendent de chaque commune. Ouais, c'est pas homogène. D'une ville à l'autre, c'est pas les mêmes règles. C'est complètement démentiel. Et puis on oublie, excusez-moi, Jonathan Tuchban, directeur de Roule, ROOLE. Je vous invite vraiment à aller voir leur site internet, parce qu'il y a plein d'informations. Il y a un média maintenant qui est sur le site internet où on décrypte l'actualité aussi de l'automobile, où il y a plein d'infos pratiques également. C'est qu'en fait, on parle des Français. On dit qu'il y en a 60% en gros qui sont pas tout à fait, 56% ignorent ce qu'est une ZFE, mais il y en a au moins 50% qui ne vivent pas dans les zones urbaines. Et donc, ils ne sont pas concernés par les ZFE. Mais ils seront concernés à un moment ou à un autre, parce qu'ils vont se déplacer dans ces zones. Être concerné par les ZFE, ça n'est pas simplement habiter dans une zone ZFE, c'est aussi la traverser. Et ça, à un moment ou à un autre, ils vont forcément y être confrontés. Ils vont aller dans les grandes villes. C'est-à-dire que l'information a été mauvaise ? L'information, elle est mauvaise. Et puis, les cartes sont brouillées, parce que, en plus, on n'arrête pas de. Alors, les règles sont pas les mêmes. En région parisienne, c'est pas les mêmes qu'à Lyon, c'est pas les mêmes qu'à Bordeaux. Ouais. Donc, déjà, on s'y perd. Même quand on est un professionnel de l'automobile, c'est difficile de s'y retrouver. Et en plus, on n'arrête pas de changer la règle au fil du temps.
À Paris, par exemple, c'est sans cesse repoussé, on modifie. Je vous assure que si vous n'êtes pas le nez dans le dossier, c'est impossible de savoir. Jonathan ? Oui, vous parliez des personnes concernées par les ZFE. Dans le sondage, on en compte 27% qui sont concernés directement. Comment les Français vous disent qu'ils vont s'adapter dans votre étude ? S'ils étaient concernés par une ZFE demain, on veut dire, ou dans un an. Si vous voulez continuer à vous déplacer librement dans ces zones-là, il faut changer de voiture, vous n'avez pas le choix. Pour ceux qui ont une voiture qui ne rentre pas, donc les 60% qui ont une voiture qui ne rentre pas dans une ZFE, vous n'avez pas le choix, il faut changer de voiture. Donc 7% vont acheter une nouvelle voiture, pour ceux qui considèrent que c'est compliqué, mais 16% vont renoncer à se rendre dans les ZFE parce qu'ils ne comptent pas de changer de voiture. Ouais, puis il y en a qui vont même y aller et qui disent bon, tant pis, on sera dans l'illégalité, mais on le fera quand même. Et dans votre observatoire, 19% annoncent qu'ils ne vont pas respecter la ZFE. 19% vont quand même rentrer dans les ZFE et ça c'est aujourd'hui. Et espèrent ne pas se faire attraper. Alors après, pour l'instant, on est dans de la prospective. C'est pas très contraignant encore, ça va le devenir de plus en plus. Donc il faut aussi attendre de savoir si les dates vont être maintenues en tant que telles. À Paris, ça a déjà été décalé. Et quels seront les contrôles aussi ? Est-ce qu'il y aura des périodes de tolérance au départ ? Voilà, donc c'est toutes ces questions-là qui ne sont pas auxquelles on n'a pas de réponse aujourd'hui. C'est dingue, hein. On a 67% des Français qui trouvent trop coûteux de changer de motorisation, parce que le pouvoir d'achat est vraiment le premier frein en fait pour accepter la transition énergétique. Alors on en vient effectivement dans le sondage à la question de la voiture électrique, puisque vous le savez, la réglementation là à l'échelle européenne va nous obliger finalement tous à finir par rouler en voiture électrique. En tout cas à ce stade c'est ce qui est écrit, puisque 2035 c'est la date à laquelle on ne peut plus vendre en Europe une voiture thermique. Donc on va une voiture à moteur thermique, pas forcément thermique, même un hybride. Voilà. Tout à fait. Oui, bien sûr. L'hybride est bien concerné puisqu'il y a une partie thermique dans l'hybride. Du coup, la question c'est à quelle vitesse on va basculer nous tous sur de la mobilité électrique. Et là, on a effectivement 60% des Français qui trouvent que c'est trop coûteux, mais en fait, les Français savent compter. Une voiture électrique, c'est en moyenne plus cher que... Ouais, on va dire que c'est 30 000 euros pour un modèle d'accès. Alors là encore, avec le temps et avec les volumes, les prix devraient quand même se tasser et devenir plus compétitifs. On a des modèles chinois qui sont malheureusement chinois, qui arrivent à moins de 20 000 euros pour des voitures qui peuvent être familiales. Mais 20 000 euros, c'est un prix complètement démentiel pour la plupart des automobilistes. Alors, on parle de voitures neuves, ici Jean-Luc, effectivement. Après, on a un marché de l'occasion sur les voitures électriques qui va grossir. Le problème des voitures d'occasion électriques, pour l'instant, c'est qu'on ne sait pas exactement quelle est la capacité d'un véhicule à durer dans le temps. On dit qu'une voiture électrique est plus simple en fonctionnement et peut durer très longtemps. Il y a la question de la batterie quand même et de son recyclage. Mais ça aussi, ça inquiète les Français au moment de passer à l'électrique. Sur une voiture d'occasion qui a 3-4 ans, est-ce que dans 4-5 ans, ma batterie tiendra encore le coup ? Donc ça aussi, c'est un frein à la bascule. Oui, tout à fait. Beaucoup de questions. On y répond. Nous, on essaye d'y répondre assez régulièrement. Et puis, si on parle auto. D'autres informations, vous allez sur le site de Roule. ROOLE. Merci beaucoup, Jonathan Tuchban, directeur de Roule. Merci à vous. Qu'est-ce que je fais ? Je fais un dossier pour l'Aston, ça se passe comment ? Alors, à mon avis, ça va être compliqué pour l'Aston Martin, mais par contre, avec plaisir, on vient vous parler de donnezvotrevoiture.org pour des voitures plutôt en dessous de 2 000 euros. Et n'hésitez pas, vous qui écoutez Sud Radio, de faire un tour sur le site internet de Roule, ROOLE, et puis ce club automobile qui propose des offres de protection contre le vol, des garanties complémentaires. Je peux vous dire que tous ceux qui y sont abonnés apprécient énormément le travail et les services qui sont proposés. Il ne faut pas hésiter. Bon week-end, Jonathan. Merci beaucoup. Merci, bon week-end, Jonathan. Au revoir. Allez, dans quelques instants, quelle auto choisir ? Les ZFE, on viendra dessus, parce que là, on parle des automobilistes, mais aussi des professionnels. Ça va être dessus un paquet de fois, puisque c'est pas gagné, c'est pas mis en place encore. Et il y aura peut-être même une révolution avant. Quelle auto choisir dans quelques instants ? C'est Mathieu, il va nous demander ce qu'il va choisir, électrique ou pas électrique. Il veut de l'électrique, lui. Alors on va découvrir ça dans quelques secondes. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto.
Quelle auto choisir? Et vous êtes très très nombreux à être avec nous sur la page Facebook de Sud Radio, à réagir, à poser des questions. Vous pouvez aussi nous joindre au 0826 300 300 pour poser votre question en direct et envoyer un mail. C'est pratique aussi. Je participe @sudradio.fr. Vous mettez bien On parle auto dans l'objet, vos coordonnées complètes et votre besoin, comme l'a fait Mathieu qui nous rejoint aujourd'hui pour que l'on l'aide, que nous l'aidions. On va parler français, ça sera bien, à trouver sa future voiture. Salut Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Vous appelez d'où, vous? De Marseille, précisément sur la Côte Bleue, juste à côté, entre Martigues et Marseille, en fait. Eh ben, vous y êtes bien. Alors, en plus, on vous vous allez avoir écoute. de la chaleur et du beau temps, alors que nous, on est sous la grêle. Exactement. Pas sur la... exactement. Ah bon, vous me rassurez. Je vais répondre à votre question, alors, tiens. Alors, on vous écoute, Mathieu. Alors, en fait, voilà, je travaille dans un surf shop, je vends des planches à voile et des surfs. Je suis aussi pêcheur d'oursins l'hiver. Oh, Donc, j'ai besoin génial. d'un véhicule. Ouais. C'est un peu frais et humide quand même. Hein. Ouais, mais c'est bon. Oui, c'est très bon. Donc j'ai besoin d'un véhicule avec beaucoup de place. Jusqu'à présent, j'avais un Volkswagen Transporter, j'en étais ravi. Mais là, aujourd'hui, il arrive en fin de vie, il est à 450 000 km. Oh là. Il commence à avoir des pannes à répétition. Enfin bref, il est au bout de sa vie. Donc je veux changer de véhicule, un peu comme l'a dit votre intervenant précédent. Je cherche à passer à autre chose que du diesel. J'ai commencé par chercher un camion, mais dans de l'électrique ou de l'essence, j'ai pas trouvé grand-chose. De toute façon, c'est beaucoup trop cher pour ce que... C'est quoi votre budget, d'ailleurs? Autour des 30 000 euros. Ah oui, effectivement. Ouais. Et ouais, on est bien loin. Alors le Volkswagen me plaît beaucoup. Hein, Ah oui, l'ID-Buzz, ouais, mais 60 000 euros. Hein, donc, Voilà. Il faut que je vende beaucoup plus d'oursins que ça. Ah ouais. Non, puis en plus, je sais pas quel type de trajet vous faites. C'est 100 km jour, j'ai 82 voies rapides, 20 km de ville dans Marseille. Oui, ça va. On est en Ça va, parce que l'ID Buzz, il a un vrai... Alors, c'est un véhicule qui est très agréable, qui est joli, il a plein de qualités, mais il a un gros défaut, c'est que c'est quand même une armoire normande, et quand on fait de l'autoroute, qu'on roule à 130, on a une consommation qui est absolument effrayante, et on a finalement une autonomie qui dépasse pas 200 km sur autoroute, donc celui qui veut aller loin, c'est vraiment pas la voiture faite pour ça. Alors que le combi Volkswagen de l'époque, justement, c'était par définition la voiture pour partir à l'aventure. Le nouveau électrique, c'est pas du tout la même chose. Puis surtout, il n'est pas très populaire parce qu'il est cher, c'est ce qu'on avait dit. Dans la catégorie, à ces tarifs-là, va pas y avoir grand-chose. Je m'étais retourné vers la voiture, et en voiture, j'avais trouvé un break chez MG. Il y a la MG5, c'est le seul break électrique qui existe pour le moment sur le marché. Bon, il est proposé à 32 490 € avec la petite batterie, mais moi je vous conseille plutôt de prendre la batterie plus grosse, 35 490 €. Si vous enlevez les 6 000 € de bonus écologique, on est dans votre budget, il n'y a pas trop de problème. C'est un véhicule... Alors, comment je peux vous dire ça? Pour l'instant, il est le seul dans sa catégorie, donc c'est le meilleur de sa catégorie. Pardon, parce que j'adore cet humour. Voilà. Mais bon, par rapport aux véhicules électriques européens qu'on connaît, ils sont dans la juste moyenne, les voitures chinoises. Sauf que ils vous en offrent plus pour le même prix. Et en l'occurrence, là, vous avez sur la... c'est normal, c'est l'atout post-Covid. Sur la grosse batterie, vous avez une batterie de 57 kWh qui vous permet déjà d'envisager des trajets un petit peu plus longs. Quand vous dites j'ai besoin d'espace à l'intérieur, de quel espace vous avez besoin? C'est des planches de surf, des planches à voile avec un peu de longueur, et du matériel de plongée, c'est un peu volumineux tout ça. Ouais, parce que le coffre il n'est pas gigantesque sur ce modèle-là. La voiture est longue. Elle fait 4,60 m de long. Donc l'avantage, c'est que si vous rabattez le siège avant, les sièges arrière. Non, mais vous rabattez les sièges arrière, ça c'est clair, parce qu'une planche à voile, à mon avis, ça rentre pas juste dans le coffre. Hein. C'est juste le siège avant, passager. Oui, mais vous pouvez rabattre et vous pouvez mettre. Non, mais une planche de surf, ça tiendra. C'est ça que je veux dire. Voilà. J'ai dit ça. Une planche de surf, ça tiendra. Sinon, il y a un autre modèle qui va arriver, qui est c'est le Kangoo électrique, le nouveau Kangoo électrique, le Kangoo E-Tech électrique. Alors, il sera à peu près dans vos tarifs, parce qu'on est aux alentours de 37 000 €. Ah, ça fait 7 000 de plus. Oui, mais mais vous enlevez, 6 000 € de bonus écologique. Ouais, donc on sera aux alentours de 31 000 €. C'est un véhicule qui aura une capacité de batterie un petit peu plus faible que. On sera à 45 kWh. Bon, il y a 10 kWh d'écart.
Ça permet d'atteindre... alors, normalement, ils disent 285 km en WLTP. Vous enlevez 30% pour à peu près avoir les vrais chiffres. Il n'est pas encore arrivé sur le marché. Il arrivera au premier trimestre 2023. Mais c'est vrai que la MG5, moi j'ai roulé avec, franchement j'ai bien aimé cette voiture. Hein. Oui, mais alors, je peux poser une question Oui, une question bête. Oui. Ouais, de moi, de Lolo. Oui. Mathieu, vous voulez vraiment, vous dites que vous faites 100 km par jour, vous voulez vraiment une électrique? Parce que le ZFE de l'intérieur de Marseille, ça y est, c'est topé depuis le 1er septembre 2022, il y a une zone où, voilà, mais vous pouvez rouler en critère 1 en thermique, à essence. Oui, mais des camionnettes en essence, il n'y en a pas. Il n'y en a pas si je reste en thermique, oui, en effet, je passerai à l'essence, mais voilà, il n'y a pas où c'est que les gros moteurs, et ça coûte assez cher. De toute façon, les véhicules disponibles en fiabilité me plaisent pas du tout, quoi. D'accord. Okay. Le nouveau transporteur, c'est une horreur. Tout ce qui est PSA, c'est pas joli non plus. Il y a peut-être le Ford qui pourrait faire l'affaire, mais il y a un modèle d'ailleurs en flex, en flex fuel. Ouais. Ça peut être l'idée, ça peut être ça. Hein. Elle est pas bête ma question. L'idée, ça peut être ça. Hein. Ça peut être le flex fuel Ford. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je n'y avais même pas pensé. Vous me demandez, je suis là pour vous, monsieur Jean-Luc. Mais bon, sinon la MG5, c'est pas un mauvais choix. Hein. Oui, non, c'est bien. C'est pas un mauvais choix parce qu'elle a une consommation. Moi, j'avais fait 4,8 kWh au 100 km en moyenne. Donc, ça vous fait quand même une autonomie qui est très correcte. Et au coût kilométrique, même si l'électricité a beaucoup augmenté, ça reste moins cher du moment que vous chargez chez vous. Voilà. Bon, Mathieu, on vous laisse regarder tout ça, mais jetez un petit œil du côté d'une voiture. Ah oui, c'est vrai, tiens, Ford, j'avais pas pensé. Voilà. Je suis là pour ça aussi. On vous embrasse fort. Moi, je vous attends à Carreau pour une dégustation de oursins quand vous voulez. Oh là là. Ah là, vous savez me parler, vous. Vous amenez le vin, vous amenez les oursins. Écoutez, on prend le train, on arrive. Et on a de très jolis vins. Il y a de très jolis vins blancs à la Provence qui pourront accueillir et accompagner vos oursins. Très très belle terre de vin blanc. On vous embrasse fort, Mathieu. Allez, tout de suite. Merci beaucoup. Les brèves de la semaine. Sud Radio, on parle auto. Renault et Airbus s'associent pour développer des batteries de nouvelle génération. On en a parlé la semaine passée. La technologie des batteries est aujourd'hui un enjeu stratégique pour les constructeurs automobiles, mais aussi pour les avionneurs. Alors donc, deux fleurons de l'industrie française ont décidé de s'allier pour développer des batteries dites solides. En fait, dans cette technologie, l'électrolyte liquide assurant le passage des électrons entre l'anode et la cathode est remplacé par un matériau solide. Voilà. En l'occurrence de la céramique, pour ce qui est de notre alliance française. Les effets d'un échauffement sont donc moindres, la sécurité est améliorée, la vitesse de charge aussi, les performances sont environ 2 fois meilleures. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'une Mégane E-Tech, elle ferait 900 km d'autonomie. Mais la vraie question, c'est pourquoi avoir attendu si longtemps en France? En effet, on a un retard considérable sur le Japon, la Corée, les États-Unis et la Chine dans le domaine des batteries solides. Le tribunal administratif confirme la limitation de vitesse à 30 km/h dans Paris. C'est pas la première fois qu'on jugera inepte le jugement des juges. Saisi par plusieurs associations qui contestaient cette limitation de vitesse très basse, le tribunal administratif a en effet estimé, je cite, que les autorités n'avaient pas commis d'erreur d'appréciation compte tenu des bénéfices attendus de cette mesure. On va juste en profiter pour rappeler à nos amis les juges que l'augmentation de la pollution, elle est plus que doublée lors du passage de 50 à 30 km/h, va tuer beaucoup plus de monde que le nombre de vies sauvées en réduisant la gravité des accidents. Donc on va tuer du monde. D'accord. Et puis pour conclure rapidement, le marché automobile français qui reste sinistré en 2022 malgré une hausse des ventes au mois de novembre. Exactement. On aurait pu se féliciter, 9,8% de plus là au mois de novembre. C'est le 4e mois de hausse consécutif. Mais en fait, on vendra cette année 1,5 million de voitures en France. C'est moins que la prévision la plus pessimiste. Et puis ça va, ça va pas mieux en voiture. Et les constructeurs français vraiment dévissent complètement. Citroën, moins 21,1%. C'est terrible. Et ben voilà, on aura le bonheur, nous en tout cas, de revenir et de pas dévisser pour la semaine prochaine. On sera là au micro. Et puis on offrira des cadeaux aux enfants. Plein de choses. Non, franchement, on a un joli programme pour le mois de décembre. Sud Radio, ça y met en place son sapin de Noël et toute la hotte du Père Noël qui va avec. Restez à l'écoute de Sud Radio. On vous embrasse, l'ami Jean-Luc. Oui, malgré tout. Faites attention à ça tout. Oui. Tout. Et quant à nous, dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Invino. Et cet après-midi, n'oubliez pas le rugby, évidemment, et le sport en général sur Sud Radio. Merci Bastien pour la réalisation et à Jordan au standard qui vous a accueilli. Sud Radio, on parle auto. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.